Salut et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la programmation du Commodore 64, programmation francophone pour l'instant et un petit moment. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre. C'est pas n'importe quel livre, c'est le livre du 64 de Benoît Michel aux éditions BCM. BCM, presque l'acronyme de CBM, Commodore Business Machine. Et ce livre est considéré comme un des meilleurs livres francophones sur le Commodore 64. Malheureusement, pour la communauté francophone, il y a très très peu de livres bien écrits et complets sur le Commodore 64. Et si on regarde au dos du livre un petit peu ce qui nous est annoncé comme contenu, on a à comprendre le fonctionnement interne du Commodore 64, transformer le clavier en AZERTY accentué et le BASIC en français, utiliser différents modes graphiques en même temps à l'écran. Intéressant. Dès 1984, je crois, ce livre a été édité, proposé une sorte de mode graphique qui permet de partager l'écran en deux, une partie texte et une partie haute résolution. Raccorder un bouton de reset ou une imprimante parallèle, utiliser les 7 modes graphiques en 256 couleurs. Alors là, c'est bluffant parce que le Commodore 64 n'a que 16 couleurs. On se demande comment on va faire. Je pense qu'il y a une erreur. C'était 256 caractères ici. Euh, donc découvrez avec ce livre tout ce que vous n'avez jamais rêvé de réaliser sur votre 64. Et je n'ose pas l'imaginer. Le livre du 64, et ça convient à tous les possesseurs de CBM 64 ou SX 64. Il n'y aura pas de discrimination. Les deux ordinateurs seront traités à égalité. Etc. etc. Eh bien écoutez, je vous propose de feuilleter ce livre ensemble et feuilleter et le commenter ensemble. À tout de suite. Alors, j'ai fait une version agrandie et reliée de ce livre pour qu'on puisse le consulter ensemble. Je voulais vous signaler une première chose, c'est que l'auteur a mis gracieusement en ligne ce livre sur son site internet. Je vous donnerai le lien en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Il faut le remercier déjà pour ça, parce qu'aujourd'hui, trouver des livres sur le Commodore 64 en français, c'est un peu compliqué. Et c'est encore plus compliqué de trouver des ouvrages complets. Dans les premières pages, on voit que c'est un livre qui a été distribué par PSI. En fait, vous savez, c'est cet éditeur qui a édité beaucoup de livres sur les ordinateurs, en particulier le Commodore 64. Dans l'introduction, on nous explique que c'est un ouvrage qui est le fruit d'une étroite collaboration avec les membres du club liégeois d'informatique micro-ordi. C'est un livre belge finalement, bravo, bravo à la Belgique, qui a fait un livre plutôt complet sur le Commodore 64. Les premières pages, on commence fort, on nous dit que le CBM 64 est un micro-ordinateur dans la plus pure tradition Commodore. Il conserve en effet de ses ancêtres le PET et le VIC, la structure générale. Le langage est toujours le langage basique Microsoft version 2. Malheureusement, Commodore était un petit peu radin, vous le savez. Commodore n'a pas voulu payer une adaptation de ce basique, et c'est la raison pour laquelle le Commodore 64 est équipé d'un basique peu opérationnel. Et donc, il est équipé également du noyau du système, le kernel, toujours compatible avec celui des PET et VIC. Alors, VIC, c'est le VIC 20 ici, qui est mentionné. Si certaines fonctions ont été ajoutées, aucune n'a été supprimée ni déplacée. Alors, l'auteur a écrit un livre sur le VIC 20 que je n'ai pas lu, mais on sent que l'ouvrage va s'adresser un petit peu à des personnes qui ont un peu de connaissances sur ces ordinateurs.
Euh, Ensuite, l'auteur commence par expliquer le fonctionnement de la mémoire, l'organisation de la mémoire du Commodore 64. C'est difficile pour des néophytes. Je dois vous avouer, ça part d'une bonne intention, hein. C'est vrai que quand on allume son ordinateur, on voit pas qu'il y a 64K de disponibles. On voit qu'il manque un petit peu, hein, voilà, on a que, je sais plus si c'est 37 ou 38K exactement. Et l'auteur ici explique pourquoi on a si peu de disponibles. Donc ici vous voyez il y a sa représentation des différentes couches de la mémoire, hein, la mémoire RAM qui fait bien 64K. Ce qui a été contesté à un moment donné, je me souviens quand l'ordinateur est sorti, il y a des gens qui disaient non mais il n'y a pas 64K de RAM, si il y a bien 64K de RAM, simplement une partie de cette RAM est occupée par certaines fonctionnalités. Vous avez la ROM basique, la ROM des caractères, plus exactement ça va être le registre des entrées et sorties, et la ROM du kernel. Donc on voit dans ce schéma que tout y est. Donc il nous explique un petit peu tout ça. Je dirais c'est confus parce qu'il nous parle parfois des périphériques. Ajoutons à cela les périphériques qui occupent une zone de 4K. Alors périphérique, quand vous avez 12 ou 13 ans comme j'avais quand ce livre est sorti, on se demande, mais périphérique, il y a une imprimante, il y a quelque chose que je n'aurais pas vu quelque part là. Et voilà, c'est peut-être que ce qui manque, c'est quelques définitions pour parler des entrées et sorties, des éléments périphériques. Bon, les éléments périphériques, c'est le clavier, c'est la puce VIX, c'est la puce sonore, c'est la puce CIA qui va contrôler les interruptions, mais c'est un peu flou quand on débute, hein, dans l'informatique. C'est presque de... Ça s'adresse à un public manifestement qui a un minimum de connaissances. Euh, alors ensuite, bon, il rentre, hein, dans ce qui est le détail de ce qu'il appelle les périphériques. Bon, j'aime pas beaucoup, hein, ce terme. Je pense qu'il vaut mieux parler des entrées et sorties, comme les anglo-saxons d'ailleurs. Ils parlent de input et output, hein, donc c'est le registre des entrées et sorties des périphériques notamment. Et, euh, et il explique que tout se contrôle au travers du registre numéro 1 qui permet de euh, organiser la mémoire d'une façon ou d'une autre, hein, c'est-à-dire de supprimer à la ROM les basiques, par exemple les accès à la RAM ou la ROM du kernel, et donc de libérer de la RAM, hein, pour vos programmes. Je dois vous avouer que débuter un livre sur ce chapitre-là, quand on est un néophyte, c'est compliqué. Bon, alors j'ai pas vérifié si toutes les informations étaient justes, mais cette façon de présenter est peut-être très bien pour quelqu'un qui a un minimum de connaissances. Donc il vous explique après toutes les configurations possibles, sachant qu'il y a bien d'autres configurations, hein, mais ce sont les configurations de base de l'organisation de la mémoire. Et puis ensuite, il aborde les programmes internes. Donc il indique bien qu'il y a le basique et le kernel, hein, il distingue bien les deux. Et après, il aborde comment dire, alors c'est comme toujours, c'est très implicite. Il parle de la routine charge-got ici, qui est fondamentale, mais il faut peut-être la présenter avant de l'évoquer. Et puis après, le point de vue de l'électronicien, bon, on mélange un peu comment dire, la programmation et l'électronique. Donc ce premier chapitre est difficile, hein, difficile d'accès. Peut-être pas forcément là où je l'aurais mis, moi, si j'avais écrit un livre, mais bon. Alors, là, c'est plus intéressant. Il aborde l'interpréteur basique. L'interpréteur basique, hein, vous le savez, c'est un programme. Un programme qui est dans la ROM, hein, dans une des ROM du Commodore 64, et qui va être chargé à l'allumage. Donc il vous dit que à l'achat d'un CBM 64, un seul programme est fourni par Commodore. Alors
c'est pareil, hein, vous avez 12 ou 13 ans, vous lisez ça, vous ne comprenez pas vraiment un seul programme. Non, c'est dans la mémoire de l'ordinateur, il y a un seul programme. En fait, il n'y a pas qu'un seul programme, hein. Il y a la ROM du BASIC, mais il y a la ROM du kernel. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait auparavant, quelques pages avant. Bon, on va dire c'est peut-être le seul programme directement opérationnel, mais il y a beaucoup de programmes, beaucoup de routines et dans cette fabuleuse machine. Euh, donc, il explique que le programme basique est remarquablement court au vu de son efficacité. Efficacité, c'est subjectif. Alors, court, oui, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Les utilisateurs du Commodore 64 ont parfois regretté qu'il n'y ait pas plus d'instructions pour gérer le son ou le graphisme, en tout cas d'instructions plus simples hein, que les PIC époque. Et puis, un des reproches qui a été fait à ce BASIC, c'est qu'il n'était pas optimisé, n'était pas forcément le plus rapide qui soit. D'ailleurs, on voit apparaître aujourd'hui des BASIC pour le Commodore 64 qui sont beaucoup plus rapides, hein, qui se rapprochent même quelquefois de l'efficacité de programmes en langage machine. Et puis il aborde évidemment le fonctionnement de ce programme basique. Donc c'est une approche plutôt en langage machine, hein. C'est intéressant parce que ça c'est un point qui est rarement abordé dans les ouvrages et je pense que c'est très important de comprendre comment le basique fonctionne, pourquoi il est placé, il débute en adresse hexadécimale à l'adresse 800 et comment un programme est stocké aussi dans la zone, vous savez, cette zone réservée au basique hein, qui débute alors à 0, 800, 801. Alors on adresse 0800. Comme il vous le dit ici, hein, c'est que le caractère est toujours en 0800 à 0. Voilà. Et puis vous avez un système de chaînage des instructions à partir de cette zone du basique qui contient bien d'autres informations, notamment les variables, les tableaux, les chaînes de caractères. Et puis après, ici, il aborde la question, alors je l'ai abordé moi aussi dans une de mes vidéos, c'est ce qu'on appelle les nombres à virgule flottantes, puisque la représentation hexadécimale ne permet pas de représenter des nombres compliqués à virgule ou très importants. On est limité aussi par le caractère 16 bits, souvent 65 535. Ici, il vous explique comment donc ces nombres à virgule flottants fonctionnent. Il parle de nombres au format flottant. Alors, et vous avez, on a recours à ce système d'exposants, et de mantis. La mantis, qui est un nombre binaire normalisé selon un système. Il distingue bien ce qu'on appelle la mantis, la représentation des nombres à virgule flottante dans les variables. Ça va être stocké dans la zone de mémoire hein, réservée au basique selon un format particulier, un format compacté, où le premier bit de la mantis va comporter le signe, alors que pour les calculs qui ont recours à une sorte de mémoire tampon dans un registre, enfin dans une mémoire qu'on appelle FAC en anglais, ici c'est FLP en français, qui est situé à partir de l'adresse en hexadécimale 61, où le signe va être dans le 5e octet de la mantis. Oui, bon, là évidemment il montre que les variables entières sont comprises entre moins 32 768 et plus 32 767. On a cette limite 16 bits. Là, c'est intéressant, il décrit
la zone de mémoire réservée au basique, hein, qui commence à 0,801 et qui se termine en A00, 0 en hexadécimal, hein, c'est l'adresse à partir de laquelle se situe la ROM basique, hein, le basique à proprement parler, le langage machine à propre basique, et vos programmes en basique sont stockés dans ces zones-là. Donc le programme est situé dans la zone la plus basse, au-dessus les variables, au-dessus des variables le tableau, et les chaînes de caractères démarrent à partir du haut de la mémoire, à partir de A0 et complète. Alors c'est pas une zone inutilisée ça en fait, hein, c'est une zone qui, une sorte de zone tampon, où la chaîne de caractères va grossir au fur et à mesure des besoins du programme, et celle des tableaux pareil, va jusqu'au point de saturation où il n'y aura pas assez pour tout ce petit monde. Donc après, il rentre dans le détail des variables flottantes avec ce système de Mantis, hein, quand ça comprend plusieurs octets. Les variables entières, comment elles sont structurées dans le basique, avec le premier caractère du nom, le deuxième caractère du nom, et l'octet de poids fort, l'octet de poids faible. 3 octets inutilisés, les variables propres aux chaînes de caractères, si on peut les appeler variables, enfin, les anglais parlent plutôt de chaînes de caractères, mais bon, on les assimile à des variables, les fonctions fn, du basique, et puis ensuite, il aborde les différentes instructions du basique, hein, end, rem, data, comment elles fonctionnent dans le basique. Alors, c'est très intéressant, mais tout est un peu mélangé, tout est un peu confus, je trouve. Ça manque de... Bon, c'est pas forcément très structuré, mais au moins ça a l'avantage d'exister. Je crois qu'il n'y a rien d'équivalent, en français en tout cas, comme livre, aussi complet. Ici, représentation du drapeau, des drapeaux, alors, ou indicateurs, hein, du registre d'état, N, V, B, D, I, Z, C, hein, quand on fait de la programmation en langage machine, on le connaît bien. Les branchements conditionnels, alors avec un petit mélange basique et langage machine. Ensuite, les commandes d'entrée et sortie, donc qu'est-ce que c'est? C'est les inputs, load, save, verify, print. C'est toutes les rentrées de données. Alors, les fonctions basiques ensuite. Pick époque. C'est très bien pour compléter ça, quelqu'un qui a envie de comprendre un peu mieux le basique, mais c'est comme toujours, je suppose, enfin, pour moi ça nécessite déjà une bonne connaissance du langage machine. Le kernel ensuite, puisque c'est la deuxième ROM importante, hein, pour le programmeur, c'est le kernel, même après le basique, ou c'est peut-être même la première plus importante, parce que on peut désactiver cette ROM, on peut désactiver les deux ROM d'ailleurs, ROM basique et ROM kernel, mais quand on programme en langage machine, quelquefois on a intérêt à garder la ROM du kernel. Donc ici il rentre un petit peu dans les différentes, les routines, hein, de la ROM kernel, avec les instructions en page 0, où il aborde cette instruction particulière qui est chargegot et chargeget d'ailleurs. Je la vois pas chargeget, mais on distingue les deux, chargegot et chargeget. C'est une routine dans page 0 qui permet de lire les caractères à l'écran, et c'est une routine utilisée par le basique notamment. Ça permet au basique, hein, de savoir ce que vous écrivez à l'écran. Il va analyser, scruter chaque caractère que vous avez rentré pour savoir si ça correspond ou non à une instruction.
Donc ça, c'est la routine qui va lire les caractères à l'écran et donner les informations au basique. Et les informations sont stockées provisoirement en page 200 en hexadécimal, je crois. Je sais pas s'il le dit d'ailleurs là-dedans, mais je crois que sur la routine shortcut, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est la valeur par défaut pour le basique. Et puis ensuite, bon, il parle des routines de la ROM A00, c'est celle de l'interpréteur basique, avec les différentes, euh, comment dire, routines, oui. Bon, on a les commandes new qui s'exécutent grâce à cette routine, par exemple. Les différents messages d'erreur du basique. Cette routine AB1E qui est très utile lorsque vous voulez afficher du texte à l'écran. Vous avez deux routines. Vous avez celle-ci qui va vous permettre de lire une chaîne de caractères complète de texte. Et puis vous avez dans le kernel une routine FFD2 qui permet d'afficher un caractère. Alors, beaucoup de gens utilisent la routine du kernel FFD2, mais celle-ci est plus facile à utiliser, plus rapide. En tout cas, ça vous évite de rentrer dans trop de programmation. Alors, supposez que vous gardiez, vous ne désactivez pas la ROM du basique, évidemment. Il y a deux, trois petites choses sur les nombres à virgule flottantes. La suite de l'interpréteur basique. Et puis ensuite, après le basique, se situe, il aborde la ROM du système d'exploitation, le kernel, avec les différentes routines. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'on n'a aucun livre en français détaillant aussi bien les différentes routines. Il y a un autre livre que vous connaissez peut-être, et même sans doute, c'est celui-ci. C'est le guide de référence du programmeur. Alors, il est bien en anglais. En français, c'est une catastrophe en termes de traduction. Parfois, c'est à hurler de rire. Enfin, c'est illisible. Hein. Je sais pas. Bon, enfin, on va pas être trop négatif, mais alors, on peut dire que ça rentre dans le détail. Il y a évidemment, c'est un ouvrage à avoir sous la main quand on fait de la programmation, mais autant avoir la version anglaise qui est presque plus facile à lire, même quand on est uniquement francophone, parce qu'il est bon, c'est une catastrophe. Alors oui, il y a peut-être un ouvrage un peu plus détaillé, c'est celui-ci, mais même s'il n'est pas toujours très simple pour des débutants, parfois je trouve qu'il est plus clair que celui-ci. Bon, peut-être le mieux c'est d'avoir les deux quand on ne parle pas anglais, mais bon, voilà. Ah, un petit passage qui concerne les fonctionnalités du CBM SX64. Voilà, bon, je connais pas la machine suffisamment bien pour dire quelles sont ses particularités. Alors ici, c'est intéressant, il aborde la gestion de l'écran, plus exactement celle de la puce vidéo VIC-2. Si vous programmez, vous savez que la première chose à vérifier, c'est quel est le banc de mémoire que vous allez accorder, vous allez allouer à cette puce VIC-2. Est-ce que vous allez rester sur la bande mémoire par défaut, hein. Alors ici, ça correspond au numéro 0, c'est les adresses entre 0 et 16383 en décimale. Je crois que c'est... voilà, c'est un peu le béaba, c'est géré au travers de ces adresses, 56 578 et 56 576. Alors, c'est ce que le reproche que je dirais, c'est
ça rentre pas assez dans le détail. Moi, j'ai besoin de savoir à cette adresse, c'est un registre et on contrôle avec ce registre quoi exactement et comment. Là, il donne tout de suite un peu la solution, mais bah, vous avez besoin de savoir quels sont les bits importants à activer ou désactiver et quels sont quels sont les effets hein, de ces différents bits situés à ces adresses-là. Euh, donc ensuite, il aborde les différents modes graphiques. Le mode le mode caractère, je dirais que c'est le mode texte hein, plutôt. Mode caractère étendu, bon l'idée c'est qu'on ne peut utiliser que les caractères dans ces différents modes. Mode multicolore. Ensuite, comment programmer l'adresse de l'écran et du générateur de caractères. Alors, euh, l'adresse de l'écran, c'est ce qu'on appelle la mémoire écran aujourd'hui. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle hein, la mémoire écran en tout cas. C'est l'adresse à laquelle vous pouvez afficher vos caractères. Vous savez, par défaut, ça se situe à l'adresse 1024 en hexadécimal 0400. Mais vous n'êtes pas. Enfin, ce qui est bien avec le Commodore 64, c'est cette possibilité de reprogrammer toute l'organisation de la mémoire et vous pouvez choisir comment dire, une autre adresse mémoire. Tu pouvez la faire débuter de 0 à 15360 sur le banc de mémoire que vous aurez choisi. Donc on rajoute hein, au banc de mémoire ces adresses et il vous indique comment faire. Alors là c'est intéressant, il vous donne un autre schéma de l'organisation de la mémoire. Il est pas mal d'ailleurs, enfin bon, avec les moyens dont on disposait à l'époque, hein, graphiquement c'est assez rudimentaire. Mais c'est étonnant parce qu'il n'a pas utilisé en début de livre le même schéma. Vous voyez, celui-ci un peu plus rudimentaire. Et celui-ci en 3 dimensions est un peu plus détaillé. Et on voit bien d'ailleurs, il parle de périphérique ES, vous voyez, entrée-sortie. Chose qu'on ne voit pas dans son premier schéma, il y a marqué ES, il parle des périphériques. C'est pas très très clair. Moi, j'aurais dit par périphérique ES, j'aurais réutilisé le même vocabulaire un peu partout. Bon, je pense que le service de relecture du livre ne l'a pas beaucoup aidé, hein, l'auteur, dans ce travail. Et c'est fondamental, ça, quand on écrit un livre, c'est d'avoir un bon service de relecture, parce quand on est dans la tête, dans le guidon, on ne se rend pas toujours compte qu'on écrit mal les choses, on n'est pas toujours très clair. Le principe de la contradiction. Alors, donc les différents modes hein, si vous voulez, les majuscules, les graphiques, les majuscules inversées, etc., etc. Puis il vous donne tous les différents codes, les codes couleurs. Alors, c'est quelque chose qui a jamais, je trouve, qui est jamais très très clair. Bon, aujourd'hui j'ai compris, hein, mais je trouvais à l'époque, et ça le reste, il vous dit le code couleur CHRS et le numéro de couleur. Alors, on distinguerait le code écran, en fait, 0, 1, 2, machin chose, et puis ça c'est le code, un PETSKI en quelque sorte. Donc, après c'est les différents modes graphiques. Vous savez, bon, c'est assez complexe, enfin complexe. Non, c'est simple, mais c'est pas facile à expliquer, on va dire. C'est vrai que moi, je retrouve toujours un petit peu cet écueil. Euh, Personnellement, je trouve ça très très simple, l'organisation du mode graphique, mais je n'ai jamais compris pourquoi c'était expliqué de manière aussi compliquée et peu détaillée également. Bon. C'est amusant parce que c'est super exhaustif. Je vois, ça rentre beaucoup dans le détail et en même temps, je pense qu'on peut faire plus court et plus rapide. Bon, d'ailleurs, je m'efforce de le faire. J'ai fait mon propre livre que j'ai pas publié encore, où je rentre dans le détail de ces modes graphiques et j'ai l'impression d'être parfois, enfin, d'avoir essayé de simplifier au maximum. Et je crois que
À l'époque, les informations données par Commodore, les différents ouvrages sortis étaient jamais très très clairs, donc les informaticiens de l'époque ont dû se dépatouiller avec tout ça. Euh, et, euh, et donc c'était compliqué pour eux, et donc compliqué à expliquer. Bon, aujourd'hui, je pense que les gens comprennent beaucoup mieux comment ça fonctionne, cette bécane, qui est très riche, hein, qui est très, comment dire, qui est super sophistiquée. Mais cette sophistication était pas forcément bien appréhendée à l'époque. Alors, le photostyle. Donc, photostyle ici, c'est le photo. Alors, c'est le crayon optique, vous savez. Il appelle le crayon photosensible. Donc, j'en ai pas vu beaucoup, moi, des crayons optiques sur Commodore 64. Alors, dans la version pourrie du guide de référence, il parle de crayon lumineux. C'est vous dire hein, la qualité de la traduction de ce livre. Ah bon, j'arrête de désinguer cette version. Alors, et là après, il aborde les différents registres écran du VIC-2, mais c'est pareil, je trouve que ça rentre pas assez dans le détail des fonctionnalités des différents bits de ce registre qui est fondamental, évidemment, avec le registre SID, les graphiques multimode, etc. etc. Et puis après, les lutins. Ah, vous ne saviez pas que votre Commodore 64 était hanté par des lutins. Alors, les lutins sont appelés sprites. Ah, les sprites, ouais, oui. Non, en fait, à l'époque, dans les années 80, le mot sprite était assez peu utilisé au tout début. Hein. On parlait plutôt des lutins. Le terme sprite, c'est un peu imposé, parce que lutin, ça faisait bizarre. Euh, donc il vous explique comment programmer les différents sprites en fait tout simplement. Bon alors après la position en mémoire d'un lutin est définissable sans problème, l'adresse de départ de la zone de définition étant toujours un multiple de 64. On appellera numéro de bloc. En fait c'est des pointeurs ça en fait. C'est la notion de pointeur ou de vecteur. L'adresse où va se trouver en fait les données d'un sprite seront déterminées en fonction d'un comment dire d'une valeur divisée par 64 qui pointe une adresse. Donc bon, il rentre dans le détail des différentes fonctionnalités des sprites, le son, je sais pas, les entrées et sorties parallèles. Alors là, c'est intéressant. Pareil, toujours avec un registre, mais qui ne rentre pas assez dans le détail hein, des fonctionnalités de ces différents registres de la puce CIA qui permet de contrôler les IRQ. Et là, il parle de la CIA, mais je pensais qu'il y avait le FBI après la CIA. Non, ça c'est la puce CIA numéro 1 et ça c'est la puce CIA numéro 2. Non, pareil, c'est un registre qui a au moins le mérite d'exister. La minuterie, donc c'est l'horloge. Hein. Et c'est intéressant, oui. Il parle du 50 ou 60 Hz. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur les différentes interruptions et NMI. C'est fondamental hein, de maîtriser ces concepts et ces registres quand on veut programmer le Commodore 64. Et puis après, bon, bah, les différents lecteurs, un peu rapide, mais c'est pas un livre dédié à la programmation de ces deux périphériques. Le lecteur de disquette est extrêmement compliqué, très sophistiqué, hein, ça mérite des ouvrages à part. Et alors là, c'est très intéressant puisqu'il nous fait une carte mémoire du 64. C'est quelque chose qui manque cruellement dans les ouvrages français, dans les ouvrages francophones. C'est une description de la carte mémoire du 64. Il y a une espèce de condensé qui a été écrit par, je crois que c'est aux éditions Psy. Je vais vous montrer. C'est les clés pour le Commodore 64 de
Daniel Jean-David, où là aussi il rentre dans une cartographie pas mal dans ses registres. Ça me laisse sur la fin toujours. Ça manque de détails. Alors il y a toujours ce livre, on y revient, que vous pouvez utiliser. Voilà, bon, quand si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, avec le risque de ne pas toujours comprendre ce qui est marqué. Mais voilà, je vous donne un exemple ici, le port 1 qui va contrôler l'organisation de la mémoire. Il vous dit port 1 du 6510. Waouh, c'est court, hein. Bon, il l'a décrit un peu plus tôt dans le livre, mais bon. Et ici, il fait des renvois aux pages pour détailler. Si vous souhaitez davantage avoir plus d'informations sur la ROM du basique, le ROM du kernel, il vous renvoie aux pages. Donc c'est un tableau un petit peu synthétique qui n'a pas vocation à rentrer dans le détail, mais bon, je trouve ça dommage. C'est vrai que ça a été l'occasion de faire une cartographie de la mémoire un petit peu plus détaillée. Et puis après, en annexe 1, il fournit tout un nombre de programmes que je n'ai pas testé, que je n'ai pas fait. Je suis un fainéant. Si vous les avez rentrés, si vous les avez tapés, et s'ils marchent, écoutez, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires de la vidéo. Ça m'intéresse toujours de savoir s'il y a des programmes intéressants. Bon, ce que j'aime pas, et globalement qu'on retrouve toujours dans les livres, de programmation, c'est qu'on vous donne un programme comme ça, mais on vous explique pas à quoi servent les lignes, à quoi ça correspond, pourquoi POP 4, machin chose, avec un petit commentaire sur le côté. Ça, c'est utile. Et même dans la littérature anglo-saxonne, c'est très rare quand une ligne de programme est commentée. Alors ici, quand il fournit un programme en langage machine, je vois, alors pourquoi 01, 02, bon, je sais pas, je vois que on rentre un petit peu plus dans le détail, hein, de l'utilisation des différentes lignes, à quoi servent ces différentes lignes. Et même en basique, hein, je trouve que ça mériterait d'être un peu plus détaillé, parce que quand on débute, hein, la première chose qu'on fait, c'est qu'on apprend le basique et on a besoin de comprendre à quoi correspondent ces lignes. Alors on peut se casser la tête, c'est bien, mais on passe beaucoup de temps à se casser la tête, et quelquefois une explication, c'est mieux que de passer des heures à essayer de comprendre pourquoi c'est telle ligne, je comprends. Et parfois il y a des bugs aussi. Donc la description permet de se rendre compte s'il y a un bug ou non. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour de ce feuilletage, hein, de ce livre que, évidemment, si on ne parle pas anglais, il convient d'avoir dans sa bibliothèque. Et en plus, comme je vous l'ai dit, l'auteur l'a mis gracieusement en ligne sur son site internet. Il faut le remercier, et il faut le remercier d'avoir écrit ce livre, puisque je crois qu'il n'y a pas de livre aussi complet sur le Commodore 64 en français. À bientôt pour une prochaine vidéo.